bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Michel, je suis Laurent Madal, je suis juriste et membre des Toulousains de Toulouse depuis une quarantaine d'années maintenant. Donc l'association des Toulousains de Toulouse en fait fête cette année ses 120 ans, puisqu'elle a été fondée en 1904 et elle est installée à l'Hôtel du Mai dans le centre-ville de Toulouse, puisqu'on a eu un couple de médecins qui a fait don de cet hôtel, qui a été construit par le médecin de la Reine Margot au XVIe siècle. Il a fait don de cet hôtel après la Seconde Guerre mondiale, à charge à l'association d'y installer le musée. Voilà, donc on a un musée qui est dans son jus. Tu peux donner l'adresse? Alors qu'il est au 5 ou 7 rue du Mai, 7. Je crois. Enfin voilà, rue du Mai, vous le trouverez. Il est même fléché. Il est fléché et il est ouvert tous les après-midi. Par contre, il y a une période de fermeture de décembre à Pâques, puisqu'on n'a pas les moyens de chauffer le musée. Vous aurez l'occasion de le visiter avec des bénévoles. En fait, on a 2 salariés et ensuite, c'est des bénévoles qui font visiter le musée lorsqu'ils ont du temps à donner. Tous les après-midi. Voilà, et donc en fait, on présente l'histoire de Toulouse depuis la période romaine. Jusqu'à la période contemporaine avec à la fois des œuvres lapidaires et des œuvres également picturales, beaucoup de vues de Toulouse, de monuments qui ont disparu, et des objets décoratifs, de la vaisselle, etc. Les Toulousains de Toulouse élargis, c'est pas uniquement Toulouse intramuros. Oui, c'est l'association des Toulousains de Toulouse et Amis du Vieux Toulouse. Mais on parle également des environs de Toulouse, puisque comme le disait Michel, il y avait beaucoup de capitouls, de parlementaires qui avaient leur hôtel en ville et leur maison de campagne très près de Toulouse. Et il faut savoir qu'on ne propose à la visite que 5% de nos collections. Donc on a des réserves énormes et on essaie d'agrandir les espaces d'exposition pour pouvoir présenter beaucoup de choses. Donc on fait des prêts à des musées, mais on est dans des grands projets d'aménagement. On travaille actuellement avec la Fondation du patrimoine pour essayer de mettre sur pied ces projets et surtout trouver du financement. Voilà, donc d'abord je tenais à remercier Michel et Juliette de m'accueillir ici, de m'avoir proposé d'intervenir. Ils savent ma passion de l'histoire et en particulier du Second Empire. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de préparer quelque chose pour votre assemblée. Alors le lien entre cette époque et le château de Fontbozard en fait est naturel, puisque la famille de Malaret Aiguevive connaît à l'époque du Second Empire son apogée. Alors tout d'abord le baron Paul de Malaret mène une carrière de diplomate qui le conduira de Paris à Berlin puis à Londres où il est secrétaire d'ambassade, et son épouse Nathalie de Ségur, fille de la célèbre comtesse écrivaine, est nommée dame du palais de l'impératrice Eugénie. Alors on commence par ce grand tableau que je pense que tout le monde connaît, qui date de 1855 et qui représente l'impératrice entourée de ses dames d'honneur. Et parmi ces dames d'honneur, la dame qui est sur la partie droite en jaune en haut est Nathalie de Ségur, baronne de Malaret. Alors, elle est nommée dame d'honneur, mais étant donné les déplacements fréquents de son mari, elle sera peu présente à la cour. Alors, ce tableau est exposé au palais de Compiègne. Il a été un temps à Fontainebleau, et puis finalement il est revenu dans le musée de l'impératrice à Compiègne. Alors, c'est un tableau de très grande dimension, donc de Winterhalter, qui était le peintre des cours d'Europe à l'époque et qui a fait de nombreux portraits également de l'impératrice et des portraits également des portraits officiels du couple impérial. Donc le baron de Malaret et Nathalie de Ségur sont les parents des petites filles modèles, en fait, Camille et Madeleine, donc, qui étaient au courant des oiseaux à Paris pendant que leurs parents étaient à la cour. Et ensuite venaient en vacances au château de Fontbozard. Voilà.
Donc il y a ensuite un autre personnage qui est marquant pour le Second Empire, c'est le frère cadet du baron Paul, le comte Auguste d'Aiguevive, qui lui a été nommé en 1854 chambellan puis écuyer de Napoléon III. Et d'ailleurs il décédera en 1901, ici même à Formosa. Alors, avec son épouse, ce sont vraiment des intimes du cercle impérial, parce que son épouse Nelly, elle est nommée lectrice de l'impératrice, et ils assisteront au baptême du prince impérial à Notre-Dame, et l'impératrice Eugénie sera la marraine de leur fille, qui sera prénommée Eugénie. Alors, le thème de cette causerie, c'est fête et défaite impériale. En fait, ce sont deux mots qui viennent à l'esprit en premier lorsqu'on évoque le Second Empire, et cet aspect a souvent nui à sa postérité. En effet, ça occulte beaucoup de ce qu'a apporté le régime impérial à la France. Alors, l'Empire n'est pas instauré en 1852, mais il est restauré, puisque il y a eu le Premier Empire, et donc Napoléon III va restaurer le régime impérial. Donc Napoléon III, c'est le fils de Louis de Hollande, le frère de Napoléon, que donc Napoléon Ier a placé sur le trône de Hollande, et qui a épousé Hortense de Beauharnais, la fille de l'impératrice Joséphine. Alors, donc Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, il est élu premier président de la Seconde République en 1848, à la chute de la monarchie de Juillet. Donc à l'époque, c'était un mandat de 4 ans au scrutin direct, mais avec impossibilité de briguer un second mandat. Donc Louis-Napoléon, on le surnommait le prince-président, ne peut pas se représenter pour obtenir un second mandat. La seule solution pour lui, c'est de faire en fait un coup d'État, donc de garder le pouvoir par la force. C'est ce qu'il va faire le 2 décembre 1851. Il s'en suivra un plébiscite qui va donner une caution un peu plus démocratique à sa prise de pouvoir. Et il rétablit l'Empire le 2 décembre 1852. Alors le 2 décembre n'est pas une date anonyme, puisque ça rappelle Austerlitz et le couronnement donc en 1805 et le couronnement de Napoléon Ier en 1804. Alors à partir de là, Napoléon III va quitter le palais de l'Élysée, où il s'était installé, et il s'installe au palais des Tuileries à Paris, un palais qui a disparu, mais qui était le palais officiel des rois de France jusqu'à Louis-Philippe, depuis Louis XVI jusqu'à Louis-Philippe. Alors il remet en place une cour qui calque les usages sur ceux du Premier Empire. Alors, on voit ici donc le portrait officiel. Bon, on n'est pas encore arrivé au mariage avec Eugénie. Voilà, on a le portrait. Alors, ces deux portraits ont été exécutés par Winterhalter. En fait, c'est les portraits principaux qu'on va trouver dans toutes les préfectures et dans tous les bâtiments officiels. Lorsque Napoléon III devient empereur, il a la quarantaine passée, ce qui est assez âgé pour l'époque, et il va chercher très vite à pérenniser la dynastie, puisqu'il n'a jamais été marié. Donc il va rechercher une épouse. En fait, ça va être vite un sujet épineux, puisque les cours d'Europe vont être sondées pour trouver une princesse en âge de se marier et d'épouser Napoléon III. Mais très vite, il va y avoir des refus, d'une part par les souvenirs qu'a laissé le Premier Empire, mais également par le parcours aventurier du nouvel empereur. Donc il essuie pas mal de refus polis, d'autant plus que sa réputation de coureur de jupons n'arrange rien à son affaire de mariage.
Alors son évolue va se porter en fait sur une espagnole de 27 ans, donc voilà, Eugénie de Palafox, comtesse de Thébar, plus connue sous le nom d'Eugénie Montijo. Donc elle a 27 ans, ce qui est non plus pas très jeune pour une dame qui se marie à cette époque-là. Alors elle appartient à la noblesse espagnole et son père était un fervent soutien de Napoléon Ier lorsqu'il a envahi l'Espagne. Alors Napoléon III va l'épouser les 29 et 30 janvier 1853, donc ça va aller très vite. Et Eugénie est quand même a une certaine ambition et ne veut pas devenir l'énième maîtresse de l'empereur. Donc elle lui dit qu'il faut passer par la chapelle s'il veut arriver à sa femme. Tu vois une anecdote assez célèbre au château de Fontainebleau. Eugénie va contribuer grandement à la fête impériale. Et en fait c'est un couple, on pourrait aussi parler d'équipe, puisqu'il va tout mettre en œuvre, ce couple, pour faire rayonner la France par une politique de prestige. En fait, la fête impériale ou féerie impériale est un état de fête permanent qui va s'étaler entre 1853 et 1879 environ. Donc ça va être un tourbillon ininterrompu de bals, de réceptions, de séjours, organisés dans différents lieux et mêlant des invités d'horizons divers, qui va conférer à la cour française un aspect qui la démarque des autres cours européennes traditionnelles. On recherche sans cesse l'appui et l'adhésion des milieux influents afin de constituer une vitrine attractive du pays, donc une vitrine qui va être, on va voir, fastueuse. Donc le but est de hisser la France au premier plan et d'asseoir un régime qui est récent, donc qui cherche une légitimité. Alors pour tout mettre en œuvre, en fait, le chef d'orchestre de cette fête impériale, ça va être la maison de l'empereur, donc entre guillemets le ministère du Faste, qui est constitué d'environ 4000 personnes et qui dispose, tout organisé, d'un budget assez important. Voilà, donc là on a une photo d'époque, alors qui est un peu floue, mais qui montre le mariage impérial, l'arrivée à Notre-Dame. Bien sûr que selon la mode de l'époque, on a affublé de grandes tentures, d'arcs de triomphe en carton-pâte, enfin on aimait bien cacher tout ce qui était authentique et gothique, donc il y avait un grand écran, et on voit le carrosse qui arrive juste à Notre-Dame. Alors quelques dates repères de la période impériale. Alors, donc on peut partir du mariage impérial, puisqu'en fait c'est en janvier 53, donc vraiment au tout début du Second Empire. L'apogée du régime, on le situe en 1867, avec l'exposition universelle. Donc on parle de l'Europe à Paris, où tous les souverains sont invités à venir visiter l'exposition universelle. Ensuite, la grande date, mais qui marque un peu le champ du cygne, ça va être 1869, l'inauguration par l'impératrice du canal de Suez. Et évidemment, ensuite, on arrive à 1870 avec la défaite de Sedan, et donc la débâcle et la chute de l'Empire. En fait, il va y avoir deux périodes dans le Second Empire, l'Empire autoritaire, avec des restrictions de liberté et donc un pouvoir assez fort. Et à partir de 1860, ça va s'infléchir. Et là, on va parler d'Empire libéral. Par contre, donc on libéralise la presse, etc. Du coup, les républicains vont reprendre de l'influence, les soutiens seront de moins en moins nombreux. Napoléon III va être affaibli par la maladie. Et on va arriver à Sedan avec un empire qui va s'effondrer comme un château de cartes très vite après une guerre rapide contre la Prusse, qui était mieux préparée que la France. Alors, quand on parle de fête impériale, qui dit fête dit également mise en scène, et comme au théâtre, on a des personnages et des décors. Alors, en premier lieu, évidemment, on a le couple impérial,
Ils ont 18 ans d'écart. Alors Napoléon III est un séducteur, il va attirer à la cour les plus belles femmes d'Europe. Eugénie, quant à elle, elle est d'une beauté classique. Elle a un port altier et une élégance naturelle. Tout cela va lui permettre de mettre en valeur des somptueuses parures historiques des diamants de la couronne, comme des nombreux bijoux qu'elle va acquérir chez les grands joailliers parisiens. Donc on peut citer Chaumet, Cramer, Le Monnier. Elle arbore les plus belles toilettes et donc qui seront réalisées par les premiers grands couturiers comme Worth. Et elle lance les modes qui donneront le ton à toute l'Europe et même au-delà. Elle devient en fait un soutien important de l'industrie du luxe qui commence à naître. Son origine espagnole et le parcours d'exilé de Napoléon III vont conférer à cette nouvelle cour un caractère cosmopolite. La jeunesse aussi y sera très présente. Alors, parmi les autres personnages de la fête impériale, on peut citer Jérôme Bonaparte, le frère cadet de Napoléon Ier, qui avait été un temps roi de Westphalie en Allemagne, et ses deux enfants, Napoléon Jérôme, surnommé Plonklon, et Mathilde, donc la princesse Mathilde, qui tiendra un salon littéraire renommé à Paris, pour ça, qui a été un temps fiancée à Napoléon III et qui était considérée comme première dame du temps de l'Élysée et de la Seconde République. Enfin, un autre personnage de la famille impériale, c'est le duc de Morny, qui est le demi-frère de l'empereur. Et qui lui aussi va avoir un rôle important sous le Second Empire, puisqu'il va fonder les stations de Deauville, des stations normandes qu'on connaît encore actuellement. Outre la famille impériale, paraît à la cour la noblesse issue du Premier Empire, ainsi que les familles fraîchement anoblis. Par contre, l'ancienne noblesse royaliste va bouder le régime, du moins au début. On va chercher donc d'autres appuis qui sont liés à l'époque d'essor industriel. Donc ce sera la grande bourgeoisie, les grands banquiers, puisque c'est une période, les années 1850, de grande prospérité économique. Donc on trouvera les grands noms comme les Pereire, les Rothschild, qui participeront à cette fête impériale et œuvreront au développement de la France. Donc on peut citer la prodigieuse extension du réseau de chemin de fer, l'industrie minière, la sidérurgie et évidemment le grand chantier de la reconstruction de Paris. La cour sera également fréquentée par l'intelligentsia du moment, donc les écrivains, les savants, les compositeurs et les peintres. Alors pour ce qui concerne les décors des fêtes impériales, en fait, il va s'agir des anciennes résidences royales. Cependant, Napoléon III et Eugénie auront leur préférence comme les souverains précédents. Seule exception, le château de Versailles, qui a été transformé par Louis-Philippe en musée dédié à toutes les gloires de la France, ne sera pas utilisé pour les séjours de la cour, mais servira simplement à des grandes réceptions, comme l'accueil de la reine Victoria en 1855. Alors, en premier, évidemment, il y a la résidence officielle à Paris donc de Napoléon III et d'Eugénie. Donc ici, vous voyez le palais des Tuileries sur le côté jardin. Alors en fait, c'est un palais qui est tout en longueur entre le pavillon de Marsan, côté rue de Rivoli, et le pavillon de Thor sur la Seine. Et on y trouve la plus grande enfilade de salons d'Europe, qui fait plus de 260 mètres, et qui donc va être un décor idéal pour les fastueux bals qui s'y tiennent l'hiver, une fois par semaine, et où on accueille jusqu'à 4000 invités, et où il paraît la chaleur était accablante. Les voitures sacrées des énormes encombrements pour accéder à la cour du carrousel et déposer les invités. Alors là, on a une vue sur la cour du carrousel, en fait, qui fait face au palais du Louvre avec l'arc de triomphe qui servait d'entrée officielle.
Alors, voilà, on peut trouver pas mal de photos également sur l'intérieur du palais, puisque Napoléon III avait commandé un reportage photographique, et ce qui nous permet de voir à quoi ressemblait le palais des Tuileries avant l'incendie et la destruction complète du palais. Donc là, on voit la salle du trône, qui était anciennement la chambre de parade de Louis XIV. Et à partir de Napoléon Ier, ça avait été transformé en salle du trône. Là, nous avons l'escalier d'honneur qui a été construit par Percier-Fontaine sous Louis-Philippe. Louis-Philippe a réalisé énormément de travaux aux Tuileries. Donc c'était tout récent à l'époque du Second Empire, puisque ça a été réalisé dans les années 1840. Ça donnait sur le côté jardin, en fait. Là, on a une vue de la galerie de la Paix, qui précédait la salle des maréchaux, et donc qui était empruntée par les invités qui arrivaient pour les grandes réceptions. Donc on voit là, au-dessus de la cheminée, un portrait équestre de Napoléon III. Alors non, là, on arrive à Saint-Cloud, donc ça sera le palais d'après. Donc en fait, la cour va renouer avec les fastes qu'on n'avait pas connues depuis Louis XIV, en fait. Ensuite, il y a le palais de Saint-Cloud, alors très proche de Paris, et qui sert plutôt pour des courses égaux. C'est entre guillemets un peu la maison de campagne de Napoléon III et d'Eugénie. C'était la demeure préférée de Marie-Antoinette, et à laquelle l'impératrice voue un véritable culte. Alors ici, nous voyons la galerie d'Apollon de Saint-Cloud, qui était ornée de peintures de Mignard. Saint-Cloud n'existe plus non plus, puisqu'il a brûlé. Donc c'était une photo colorisée, enfin non, c'est plutôt une peinture, c'était une aquarelle, voilà, parce que contrairement aux Tuileries, Saint-Cloud a fait l'objet de pas mal d'aquarelles qui nous donnent des témoignages des décors qui ont disparu. La troisième résidence qui est, voilà, là on voit alors Saint-Cloud du côté cour. C'est la façade qui fait face à Paris, puisque la Seine coule au pied du palais de Saint-Cloud. Alors là, on a des... Oui, c'est des... zone de Richelieu. Cette fois-ci, je crois que c'est des photos de Richelieu. C'est des photos de Saint-Cloud. Oui. Voilà, avec les sièges capitonnés qu'affectionnait beaucoup le Second Empire, puisque le couple impérial, en fait, a conservé les décors, mais a beaucoup fait pour améliorer le confort en y ajoutant une touche assez anglaise voilà, qui rend les intérieurs assez cosy. Alors la troisième résidence, en fait, c'est la Maison des Rois, donc Fontainebleau, évidemment, qui est la demeure où ont défilé tous les rois de France depuis Saint-Louis. Alors, la cour y habite au printemps et une partie de l'été. Alors là, c'est un peu dans le désordre. On revient à Saint-Cloud au moment du Second Empire, où on voit voilà, des promeneurs dans les jardins qui sont visibles de nos jours, puisque le palais a disparu, mais les jardins sont très, très agréables. Alors, je suis désolé, mais c'est pas dans le bon nom. Donc je repars sur la faute. Maintenant, je vous montrerai au fur et à mesure les photos. Donc, en fait, au château de Fontainebleau, le couple impérial va créer un petit théâtre, donc le théâtre impérial, qui a été récemment restauré pour permettre de donner des représentations. Alors, lors des séries, et je vous expliquerai un peu plus tard ce que sont les séries, donc les dîners sont servis dans la galerie Henri II. On verra au cours des photos que je vais vous montrer. Donc la galerie Henri II, en fait, est une vaste salle de bal qui peut accueillir un grand nombre de convives. Également, les ambassadeurs du Siam seront reçus à
à Fontainebleau, il y a un plan d'eau devant le château qui permet de canoter, donc voilà, des passe-temps assez agréables. Alors ensuite, nous avons le palais de Compiègne, donc qui est dans l'Oise. Alors c'est un château, un vaste château qui a été construit sous Louis XV. Donc là, c'est vous voyez la cour d'honneur. La façade sur une photo d'époque qui donne sur le parc. Donc le parc qui rejoint ensuite la forêt de Compiègne et où Napoléon III demandera à Viollet-le-Duc de rebâtir un château féodal, donc le château de Pierrefonds. Et donc ils feront l'objet de pas mal, ça donnera lieu à des grandes promenades lors des séries avec les invités de la cour. Alors là, la cour y réside de fin octobre jusqu'à début décembre avant le retour aux Tuileries. Les dîners se tiennent dans la salle de bal. Alors là, on revient aux Tuileries, dans la salle de bal qui a été édifiée par Napoléon Ier. Alors j'en profite pour vous montrer voilà, les soirées aux Tuileries. Donc là, on voit vraiment à quoi ressemblait la fête impériale. Donc là, nous sommes dans le pavillon central des Tuileries, la salle des Maréchaux, avec les cariatides moulées sur celles qu'on peut trouver dans la salle des cariatides au Louvre de Jean Bougeot. Donc là, c'était des copies qui avaient été placées là. Ici, c'est le grand escalier un soir de bal, avec la double rangée de gardes suisses qui escortaient les invités. Et là, c'est un tableau qui représente une fête donnée pour les souverains étrangers en 1867 lors de l'exposition universelle. Et là, on n'a pas lésiné sur les moyens, puisque pour cette fête et ces festivités, on avait même construit un escalier en fer à cheval pour permettre aux invités de descendre du pavillon central jusqu'au jardin. Un escalier qui ensuite a été retiré après l'exposition. Donc au premier plan, on voit l'impératrice et les souverains européens. Ici, nous avons également une représentation d'une fête qui a été donnée dans l'ancien théâtre qui se trouvait dans l'aile du théâtre des Tuileries, où Napoléon III avait fait retirer le décor créé par Napoléon Ier et mettre un décor en trompe-l'œil pour organiser des grandes réceptions. Ici, nous avons, alors ça j'en parlerai un peu plus loin, c'est une série de photographies qui ont été prises pendant les séries, donc les séjours qui se déroulaient à la fois à Fontainebleau ou à Compiègne. Et là, on est à Fontainebleau et on voit l'empereur dans une petite barque avec le prince impérial et on devine l'impératrice Eugénie au milieu des dames de la cour. Alors, pour revenir aux résidences, voilà, la dernière des résidences est la Villa Eugénie qui a été construite à Biarritz, puisque l'impératrice avait passé une partie de son enfance et adolescence à Biarritz et sur la côte basque, en venant d'Espagne. Et donc, pour lui faire plaisir, Napoléon III va faire construire en 1854 une vaste villa sur un grand terrain qui surplombe l'océan. Donc ça sera la Villa Eugénie. Alors, c'est grâce au développement du chemin de fer, on peut atteindre cette région qui est quand même assez éloignée de Paris dans de bonnes conditions de confort. Et du coup, le couple impérial s'y rendra chaque année de la mi-août jusqu'à fin septembre, qui est la meilleure période pour profiter de l'océan. Alors dans cette résidence, le protocole est beaucoup plus allégé que dans les autres résidences impériales et l'ambiance plus détendue. Donc, des promenades en mer, des randonnées jusqu'à la montagne de la Rune. Voilà, et Eugénie n'est pas la dernière, elle est assez intrépide et donc elle entraîne tout son monde dans de grandes expéditions.
je vais maintenant vous parler plus précisément des séries. Alors voilà, bon, j'en profite pour vous montrer la salle Henri II du château de Fontainebleau où se tiennent les grands dîners. Là, nous avons la salle de bal de Compiègne, également le cadre des grands dîners, puisqu'en fait les séries vont accueillir une centaine de personnes. Et le moment incontournable des journées, c'est le dîner en présence du couple impérial. C'est la seule obligation de la journée. Là, c'est une vue du théâtre impérial de Fontainebleau, qui était resté en fait fermé depuis le Second Empire, donc c'était vraiment la belle bois dormant, mais il a été restauré parce que les tissus avaient souffert, mais maintenant c'est vraiment un écrin et très bien restauré. Alors, sur cette vue, on voit la réception de la reine Victoria à Versailles en 1855 dans l'Opéra Royal. Là, vraiment, par ces tableaux, on a vraiment une vision de ce que pouvait être la fête impériale, du nombre énorme des invités, des toilettes, enfin voilà, c'était assez luxueux. Alors, là, c'est une vue du palais de l'Industrie sur les Champs-Élysées qui a été remplacé par le Grand Palais et le Petit Palais, donc où se tenaient les expositions de 1855 et de 1865. Alors, donc les séries se sont tenues tout le long du règne à Fontainebleau et à Compiègne. Comme je vous l'ai dit, elles accueillaient une centaine de personnes et elles duraient environ une semaine. Donc on a frété un train spécial pour transporter les participants qui se déplaçaient avec énormément de bagages et leurs domestiques. Chacune des séries va avoir sa dominante, sa couleur. Alors on va parler de la série aristocratique, de l'espagnol, suivant sa composition, de la bourgeoise ou de la littéraire. Et je vais vous citer une anecdote qui rapporte le dialogue entre deux dames. L'une dit à l'autre, vous êtes de l'élégante, demande cette dame, et l'autre lui répond, non, je suis de la vôtre. Alors en fait, les deux palais prennent alors l'apparence d'un grand hôtel. En fait, c'est un peu l'invention du palace moderne. Donc chaque invité va disposer d'un appartement dont la taille est fonction de son importance, de son rang et de son train de maison, s'il dispose ou pas de domestiques. Et on peut encore visiter à Compiègne des appartements entre guillemets témoins qui ont été restaurés avec le mobilier d'époque et les objets courants et usuels dont avaient besoin les invités. Alors les journées, comme je vous le disais, sont libres. On propose des chasses, des jeux, des promenades à Pierrefonds quand on se trouve à Compiègne, des excursions. Donc la seule obligation, c'est le dîner pris en commun avec le couple impérial. Par contre, les plus chanceux recevront une invitation pour le thé de l'impératrice à 17h. Et là, c'est une vue donc du salon de l'impératrice, du salon privé qui se trouve à Compiègne et qui est meublé et laissé en état comme y vivait Eugénie, où elle aimait bien mélanger les styles, les provenances, et on voit aussi son souci du confort puisqu'elle n'a pas hésité à faire capitonner des fauteuils d'époque Louis XVI pour les rendre plus confortables. Voilà. D'où le vert émeraude des fauteuils et le capiton qu'on voit sur les dossiers. Alors, lors des soirées, des concerts sont organisés, des jeux de société, des pièces de théâtre, puisque chaque palais dispose d'un petit théâtre, où les invités peuvent s'improviser acteurs. Napoléon III et Eugénie sont d'esprit curieux et s'intéressent au progrès des sciences et à la création artistique. Donc c'est ainsi qu'ils accueillent des grands savants comme Pasteur qui se livre à des expériences,
des écrivains comme Mérimée et sa fameuse dictée. Toutes ces personnes-là vont participer aux séries. En fait, ces séjours ont quand même un but politique, c'est de rallier la haute société, l'intelligentsia, au régime impérial. Alors, paraître à ces fêtes, en fait, oblige les participants à faire appel à ce qui se fait de mieux et de plus luxueux. Donc, ce sera l'essor des grandes maisons. Alors, on ne parle pas de marques, mais des marques qu'on connaît encore actuellement, comme Vuitton, Guerlain, Hermès, Christophe. Donc, toutes ces fabriques d'objets luxueux vont se développer sous le Second Empire. Et cette société, cette grande bourgeoisie qui est naissante, en fait, va vouloir montrer sa réussite. Donc le Paris haussmannien va servir de cadre à cette ostentation. Et du coup, la fête impériale, en fait, elle va sortir des palais impériaux, elle ne va pas se limiter à ce cadre restreint, mais elle trouvera son cadre également dans les grands appartements du Nouveau Paris, les hôtels particuliers, notamment ceux de la plaine Monceau, où s'établissent les grandes fortunes du moment. Il faut aussi se montrer ailleurs qu'à la cour. Donc les théâtres serviront aussi à cela. Ceux du boulevard du Temple vont disparaître au bénéfice des théâtres des grands boulevards. Et évidemment, le plus emblématique sera l'Opéra de Paris, qui sera terminé après la chute du Second Empire. Mais bon, quand on le visite, on voit très bien l'esprit de cette époque avec où tout est fait pour que le public soit mis en scène avec un grand escalier, avec un foyer qui ressemble à une galerie d'un palais impérial. Voilà, une grande richesse du décor. Donc on parle alors de vie parisienne, qui est le titre d'un opéra de Jacques Offenbach qui fait en fait danser Paris. On dit que Jacques Offenbach est le roi du Second Empire. Et également de Hortense Schneider, sa chanteuse fétiche, qui, pour l'anecdote, osa se présenter à l'entrée de l'exposition universelle en se faisant annoncer grande duchesse de Gerolstein. C'est aussi le monde des courtisanes, donc des demi-mondaines avec la Paiva, la comtesse de Castiglione, qui était elle très proche de l'empereur. Mais il y en a encore de nombreuses, demi-mondaines, courtisanes qui peuplent les nuits parisiennes et les théâtres. Alors, ensuite on arrive à 1867, donc tout ça va durer quand même pas mal de temps, mais en 1867, donc c'est vraiment l'apogée avec les souverains européens qui sont accueillis à Paris. Il y a des millions de visiteurs qui visitent l'exposition universelle. Ensuite, le régime va s'essouffler. La Prusse de Bismarck va préparer donc son grand essai, c'est-à-dire réaliser l'unité de l'Allemagne à son avantage. La France est grisée par la fête impériale et a une confiance immodérée en elle-même. L'impératrice, plus que Napoléon III, elle croit en un empire éternel. Et la France tombera facilement dans le piège qui sera tendu par son voisin allemand. Donc le régime impérial va s'effondrer très vite, la guerre sera rapide, et il s'ensuivra ensuite l'épisode sanglant de la Commune de Paris. La fête impériale va laisser place à un champ de ruines. Alors en premier lieu les palais impériaux. Alors là j'ai une photo avant de parler des ruines. On va revenir aux séries. Alors là on a des photos assez intéressantes des séjours. Là on se trouve à Compiègne. Au centre on voit l'impératrice qui a tourné la tête au moment de la photo. Mais la photo est assez nette. Alors, oui, là, c'est la même photo. En fait, alors la photo de droite est plus nette.
Et plus net, l'impératrice tient le prince impérial dans ses bras. Et on devine, dans l'embrasure de la fenêtre, le comte d'Aigueville, donc qui est décédé à Fort-Beaux-Arts. Et on voit, vu la proximité avec l'impératrice, qu'il était dans le cercle très intime de la cour. Donc là, c'est également pris à Compiègne. Alors celle-ci, elle était plus nette. Du bonus. Oui, c'est du bonus, je vois. Voilà, mais là, donc, on a Auguste et Nelly d'Aigueville. Alors, voilà, on arrive à l'épisode de la commune, puisqu'en fait, les Prussiens n'avaient pas fait de destruction sur Paris. Ils avaient simplement envoyé un obus à Saint-Cloud qui a mis le feu au château de Saint-Cloud. Par contre, les incendies sont l'œuvre des communards. Donc au premier plan, on voit les Tuileries en flammes, et en fait les Tuileries ont brûlé pendant 3 jours, puisque le fameux Bergeret qui a mis le feu, avec son équipe, ils avaient soigneusement enduit tout ce qui était combustible, donc les tentures, etc., tout ce qui pouvait brûler facilement, et ils avaient enduit tout ça de goudron, donc ça a permis de bien alimenter l'incendie. Il y avait l'hôtel de ville également, enfin, il y a eu beaucoup de destruction à ce moment-là. Voilà, là c'est sur un tableau, on voit vraiment de destruction, c'était assez impressionnant. Voilà, on a une vue de l'Opéra de Paris, avec les deux loges, la loge de l'empereur d'un côté, la loge de l'impératrice de l'autre. Alors la loge de l'impératrice, pour la petite histoire, comporte 2 cariatides avec des femmes en scène dénudées que pouvait voir l'impératrice, l'empereur en vis-à-vis. Par contre, l'impératrice, elle voyait des atlantes ou des choses très sages. Voilà le château de Saint-Cloud après les destructions. Ah oui, t'aimes bien, oui. Alors les murs étaient bons comme ceux des Tuileries, mais bon, le parti pris a été de tout raser. Puis on a laissé surtout les ruines s'abîmer pendant de longues années, et pour qu'ensuite la question ne se pose plus trop. Voilà le palais des Tuileries. Donc on voit encore les intérieurs qui étaient, bon, même si les boiseries, tout ce qui était facile à brûler était parti, mais les murs étaient encore debout. Alors là, on arrive à la Villa Eugénie, mais qui, elle, a brûlé en 1905. Elle avait été, en fait, cédée pour y constituer un casino, donc agrandi, et elle deviendra l'hôtel du palais, qui est encore imprégné de cette époque, puisqu'il y a des grands portraits de Napoléon III et d'Eugénie. Il y a encore des éléments de l'ancienne villa. Alors, en fait, on peut avoir une idée de la fête impériale qu'à Fontainebleau et Compiègne, puisque là encore, les décors sont restés intacts. Les deux n'ont pas été occupés, puisqu'il n'y a plus, après Napoléon III, il n'y a plus de souverain. Et du coup, les décors de l'époque, avec les objets, les aménagements, sont restés intacts. Et les palais aussi ont eu une politique, surtout Compiègne, qui est vraiment le palais dédié au Second Empire, ont eu une politique d'acquisition pour compléter les collections. Des collections et reconstituer autant que possible le mode de vie de cette époque. Je n'ai terminé. Bravo. Si vous avez des petit échange, si vous voulez, on est bon pour le temps. Est-ce qu'il y a tu peux dire un mot de la postérité du Second Empire?
au sens propre, c'est-à-dire le prince impérial. Oui, alors. Le souvenir de tout ça. Donc, l'empereur a été fait prisonnier à Sedan avec le prince impérial. À Paris, lorsque la nouvelle de la défaite a été connue, la foule, il y a eu une insurrection, donc très vite l'impératrice a dû fuir pour éviter ce qui était arrivé au précédent souverain. Enfin, elle a fait un peu comme avait fait Louis-Philippe quelques années avant, Charles X un peu avant. Louis XVI et Marie-Antoinette n'avaient pas eu le temps de s'échapper. Donc elle a préféré partir, elle s'est réfugiée chez son dentiste, qui lui a permis de partir incognito vers l'Angleterre, où l'ont rejointe donc l'empereur et le prince impérial. Ils se sont installés, accueillis par la reine Victoria en Angleterre. Napoléon III est décédé en 1873. Le prince impérial s'est engagé aux côtés des Anglais, mais malheureusement a été tué en 1879 par les Zoulous en Afrique du Sud. Donc l'impératrice s'est retrouvée finalement seule. Et il lui restait encore une cinquantaine d'années à vivre, puisqu'elle a une longévité très importante. Elle est décédée en 1920 à 94 ans. Donc elle a eu le temps de voyager beaucoup, de construire une maison au Cap-Martin en France, de voyager en Espagne, en Égypte. Enfin, elle a eu une vie très intense malgré la chute de l'Empire et la perte de sa famille en fait. Voilà. Donc le Second Empire ensuite a laissé une image assez noire finalement. Et il n'y a que depuis récemment qu'on redécouvre les apports de cette époque et le caractère visionnaire de Napoléon III et les progrès qu'a fait la France finalement en très peu de temps, puisque ça a duré 17-18 ans et la France est vraiment rentrée dans la modernité à cette époque-là. Bravo. Merci. Merci.